Et si on construisait une énorme civilisation au milieu du désert? L'Égypte antique, c'est des pyramides géantes, des pharaons tout-puissants, des momies, des trésors, et plus de 3000 ans d'histoire. Et le plus fou, c'est que Cléopâtre, elle est plus proche de nous que de la construction des pyramides. Mais au début, il n'y a pas encore de grands pharaons ni de pyramides. Il y a surtout le Nil, des crocodiles et plusieurs petits royaumes installés le long du fleuve. Hein? Mais on m'avait pas dit qu'il y avait des crocodiles? Si. Et le Nil, il est super important pour l'Égypte. Chaque année, il déborde et inonde les terres autour de lui. Sur le moment, ça fait beaucoup d'eau, mais quand elle se retire, elle laisse une boue parfaite pour l'agriculture. Les champs produisent à fond, les récoltes sont bonnes, les réserves se remplissent et le pays s'enrichit. Cela dit, même un fleuve aussi génial ne construit pas un royaume à lui tout seul. Ça, c'est sûr. J'ai un peu aidé quand même. Un peu, c'est vrai. À cette époque, l'Égypte est divisée en deux parties, le nord et le sud. Mais peu à peu, le sud devient plus puissant, plus riche, mieux organisé, jusqu'à prendre le contrôle du nord. Et c'est là qu'entre en scène Narmer. Il est souvent considéré comme le premier pharaon à avoir unifié l'Égypte, même si le terme n'apparaît en réalité que bien plus tard. Quoi qu'il en soit, cette union c'est un moment très important. Elle marque le début de l'Égypte antique. Et maintenant, on construit les pyramides. Pas si vite, c'est pour bientôt les pyramides. Peu à peu, un état puissant se met en place. L'Égypte devient un royaume structuré avec des pharaons au centre du pouvoir. Pour les Égyptiens, les pharaons ne sont pas des hommes ordinaires, ils sont sacrés et proches des dieux. Leur mission est de maintenir l'ordre du monde, la justice et l'équilibre. Enfin, ils sont importants quoi. Grâce à l'écriture égyptienne, en particulier aux hiéroglyphes, la société est stable et bien organisée. Même si le pharaon est le maître du pays, il s'appuie sur de nombreuses personnes pour gouverner, les vizirs, les gouverneurs, les prêtres, les fonctionnaires, les scribes. Et franchement, scribe, c'était le poste le plus important du royaume. Ouais, enfin, je dis ça comme ça, c'est une bonne situation quoi. Les Égyptiens croyaient en plusieurs dieux, Ra, Osiris, Isis, Horus, Anubis, Seth et bien d'autres encore. Les dieux sont au centre de la vie égyptienne. Ils croient aussi en une vie après la mort. Pour que le corps soit conservé dans l'au-delà, les pharaons et les personnes importantes sont momifiés. Avec le temps, la technique change un peu, mais en général, on enlève certains organes, on fait sécher le corps avec du sel, puis on l'enveloppe dans des bandelettes. Ensuite, hop, tombeau. Et il n'y a pas que les humains qui se font momifier. Chats, ibis, crocodiles, chiens, de nombreux animaux le sont aussi pour faire des offrandes religieuses ou parce qu'ils sont considérés comme sacrés. Les momies, les tombeaux, tout ça c'est bien, mais moi ce que je veux c'est quelque chose de grand. De très grand. Faites venir mon architecte. Oui, Majesté. Construis-moi un tombeau gigantesque. Quelque chose de solide. Pas un truc qu'on peut démolir en 2 jours quoi. Ben, c'est pas si facile, hein. Fais-le sinon c'est crocodile. Ouais bon, je vais essayer de trouver un truc. Son architecte Imhotep imagine alors une nouvelle construction, la pyramide à degrés. En gros, une pyramide en forme d'escalier. Plus tard, le pharaon Snéfrou améliore cette idée jusqu'à obtenir une forme lisse. Le but, faire plus grand, plus beau, plus royal. Cette forme lisse va ensuite devenir la norme et va être utilisée pour la construction des pyramides les plus emblématiques d'Égypte, les pyramides de Gizeh. Elles sont bâties pour 3 pharaons. Khéops fait construire la plus grande pyramide de l'histoire, Képhren la deuxième plus grande de l'histoire, et Mykérinos une toute petite à côté. Ouais, bah vu le prix, c'était déjà pas mal. Pour les construire, les Égyptiens choisissent le plateau de Gizeh. Bon les gars, le chef veut une tombe. Petite? Non. Triangle géant visible pendant des milliers d'années. En combien de temps? 3 mois. 3? Non, je déconne, ça va prendre des années. Le chantier est immense et très bien organisé. On extrait des gros blocs de pierre puis on les transporte jusqu'au site par des traîneaux et par bateau sur le Nil. Les pyramides sont ensuite construites couche par couche, probablement à l'aide de rampes. À l'intérieur, on aménage des couloirs étroits et des chambres funéraires. Les Égyptiens maîtrisent des techniques de construction avancées et contrairement à une idée répandue, ce sont des ouvriers qui les bâtissent et pas des esclaves. Ah bon? Je croyais que c'était nous qui les avions construites. Ouais, bien sûr, et nous on a fait semblant peut-être. Autour des pyramides, on construit aussi des temples, des tombeaux plus petits et des grandes statues comme le Sphinx, sculptées directement dans la roche du plateau. Au total, plus de 100 pyramides sont construites avant que la pratique funéraire des pharaons ne change. Bon, comment je peux faire des économies dans le royaume? Pour diriger l'Égypte, les pharaons s'appuient sur des gouverneurs locaux appelés nomarques. Mais avec le temps, certains deviennent de plus en plus puissants. Le pays traverse une crise, le pouvoir du pharaon s'affaiblit et le royaume se divise. L'Égypte est aussi frappée par des famines, sans doute liées à des mauvaises crues du Nil. Finalement, Mentuhotep II réussit à reprendre le pouvoir et réunifie le royaume. Maintenant ça suffit, on remet de l'ordre. Les pharaons redeviennent alors les principaux chefs du pays, et là ils font pas mal de choses utiles. Ils lancent des grands travaux, ils construisent des temples, ils améliorent l'irrigation. La littérature égyptienne de cette période va devenir une référence par la suite. Elle va être copiée et admirée pendant des siècles. En gros, les pharaons à cette époque, ils développent la culture, l'économie, et ils renforcent l'État pour éviter une nouvelle crise.
Ensuite, il y a une nouvelle crise. Les pharaons s'affaiblissent et n'arrivent plus à maintenir l'ordre du monde. Résultat, le nord, surtout le delta du Nil, passe sous le contrôle des Hyksos. Bon, voici mon plan en 4 étapes pour devenir pharaon. On s'installe, on profite du chaos, on prend le contrôle local, puis on transforme ce contrôle en royauté. Ah ouais, ça a pas l'air si compliqué en fait. Les Hyksos sont un peuple d'origine asiatique probablement venu du Proche-Orient qui s'installe peu à peu dans la région avant de prendre le pouvoir. C'est un grand changement car pour la première fois, une partie de l'Égypte est dirigée par des pharaons d'origine étrangère. Les Hyksos apportent aussi des nouvelles techniques militaires et renforcent notamment l'usage du cheval et du char de guerre. Le sud de l'Égypte reste dirigé par des dynasties égyptiennes depuis Thèbes, mais Ahmosis Ier, lui, il décide de passer à l'attaque. Bon les gars, aujourd'hui c'est le grand jour. On chasse les Hyksos. Ah bah enfin, parce que le sud c'est bien, mais nous on aimerait bien voir la mer. Ouais, et puis comme ça j'aurai des trucs à raconter sur les monuments. Ahmosis Ier chasse les Hyksos et réunifie l'Égypte. Après leur départ, les pharaons se disent que finalement ils sont plutôt forts, alors ils commencent à regarder ce qui se passe chez les voisins. Ils lancent des grandes conquêtes vers la Nubie, au sud, et vers le Proche-Orient, à l'est. Grâce à ces victoires, l'Égypte agrandit son territoire, contrôle des routes commerciales importantes et devient très riche. Bon, maintenant que je suis riche, je fais quoi? Je sais, je vais me faire construire une pyramide, faites venir mon architecte. Oui, Majesté. Je veux une pyramide. C'est-à-dire que c'est possible, mais je suis pas sûr que c'est une très bonne idée. Ah bon? Pourquoi? Les pyramides posent un problème très simple, elles sont trop visibles. Elles protègent la tombe, mais en même temps elles disent à tout le monde « Un roi très riche est enterré ici ». Résultat, elles sont pillées, et ça commence très tôt, parfois presque aussitôt après l'enterrement des pharaons. Alors au lieu de construire des pyramides, les pharaons choisissent désormais des tombes creusées dans la roche et cachées dans la montagne. C'est ainsi que naissent la vallée des rois et la vallée des reines. Mais ils veulent quand même continuer à faire des trucs énormes, alors ils construisent des grands temples comme ceux de Karnak, Luxor et Abou Simbel, qui deviennent des centres religieux très importants. Et là ils envoient le paquet, c'est statue géante sur statue géante. Maintenant qu'il n'y a plus besoin de budget pour les pyramides, il y a du budget pour les temples. Ok, mettez-moi 12 statues de 20 mètres. On peut peut-être commencer par une? Non? J'ai dit 12. J'ai déjà plus le droit de faire des pyramides, tu vas pas commencer à me dire non pour les statues quand même. Durant cette période, plusieurs pharaons très puissants se succèdent. L'un des plus puissants est Thoutmôsis III. Au début de son règne, il est encore jeune. C'est donc Hatshepsut qui assure d'abord la régence. C'est sa belle-mère, sa tante, et aussi la veuve de l'ancien pharaon. Enfin bref, elle finit surtout par prendre elle-même le titre de pharaon, ce qui est exceptionnel pour l'époque. C'est l'une des rares femmes à l'avoir fait. Désormais, c'est moi la garante de l'ordre du monde. C'est-à-dire que normalement, pharaon, c'est quand même plutôt pour les hommes. Hein. Ah oui, pourquoi? Parce qu'elles ont une barbe? Amenez-moi une fausse barbe. Dans un monde dominé par les hommes, elle doit montrer qu'elle est légitime. Pour être mieux acceptée, elle se fait parfois représenter avec les attributs d'un pharaon masculin comme la barbe cérémonielle. Elle fait aussi construire un immense temple funéraire. Son architecture monumentale, adossée à la falaise, montre que son pouvoir est voulu par les dieux. Son règne est marqué par la stabilité et la prospérité. À sa mort, Thoutmôsis III dirige seul. Il est considéré comme l'un des plus grands conquérants de l'Égypte. Grâce à ses victoires militaires, il agrandit le territoire et rend le royaume très riche. Sous son règne, l'Égypte devient une grande puissance. Ensuite, il y a Akhenaton qui essaye de changer la religion égyptienne en faisant d'Aton le dieu principal. Sa femme Néfertiti participe activement à cette réforme. Le seul dieu important, c'est Aton. On est bien d'accord, va falloir prévenir les prêtres d'Amon parce que là ils sont en train de prendre la grosse tête. Ce changement perturbe le pays, mais il ne dure pas longtemps. Après lui, Toutankhamon remet en place les anciennes traditions religieuses pour rétablir la stabilité du royaume. Enfin, il y a Ramsès II. Il règne pendant 66 ans, ce qui en fait l'un des plus longs règnes de l'histoire de l'Égypte. Il participe à plusieurs guerres, dont notamment la bataille de Kadesh contre les Hittites. Bon les gars, on va montrer aux Hittites qui dominent la région. On va les écraser. Ça va être rapide, facile, propre. Ramsès avance avec une partie de son armée en pensant que l'ennemi est loin, mais les Hittites lui tendent une embuscade. Résultat, gros chaos. Les chars hittites débarquent, les Égyptiens paniquent. Ramsès tente de reprendre le contrôle, il contre-attaque, sauve un peu la situation et évite la catastrophe totale. Après s'être tapé dessus toute la journée, les deux camps rentrent chez eux et chacun prétend avoir gagné. Franchement les gars, c'était propre, hein. On a géré. Et à partir de là, il en fait des caisses. Il fait graver partout qu'il a remporté une victoire héroïque quasiment tout seul. Il fait aussi construire d'immenses monuments à sa gloire comme le temple d'Abou Simbel, creusé directement dans la roche. Après lui, le pouvoir des pharaons s'affaiblit progressivement. Dans le sud, les prêtres du dieu Amon prennent beaucoup d'importance. Le grand prêtre devient pratiquement un pharaon sans couronne et contrôle une bonne partie du sud du pays. Dans le nord, ce sont des rois locaux qui dirigent. Peu à peu, des peuples étrangers prennent aussi plus de place en Égypte. Une dynastie libyenne arrive au pouvoir, puis des souverains couchites conquièrent l'Égypte et prennent leur place. Ils se présentent comme des véritables pharaons et restaurent certaines traditions. Ensuite, les Assyriens envahissent carrément le pays et font tomber la dynastie couchite.
Plus tard, Psamétique Ier réussit à reprendre le contrôle de l'Égypte. C'est le début d'une véritable renaissance. Les pharaons essayent de redonner au pays sa gloire passée. Ils restaurent des temples, relancent le commerce, renforcent l'armée et s'inspirent même parfois des grandes époques anciennes pour montrer que l'Égypte est de retour. Les pharaons règnent sur l'Égypte depuis plusieurs millénaires, et ils continueront à régner pendant plusieurs millénaires. Après, ils se font envahir par l'Empire perse. Cette fois, ce n'est pas juste un changement de dynastie. Le pays passe sous la domination d'un immense empire étranger. Il y a bien quelques révoltes et même un retour des pharaons égyptiens pendant quand même 60 ans. Mais ça ne dure pas. Les Perses reprennent finalement le pouvoir et le gardent. Ensuite, c'est Alexandre le Grand qui conquiert l'Égypte pendant sa guerre contre les Perses. Il devient pharaon, fonde la ville d'Alexandrie, se fait reconnaître comme fils des dieux par les prêtres d'Amon, puis repart faire des conquêtes plus loin. C'est-à-dire que j'ai pas trop de temps à perdre si je veux être dans les top conquérants de l'histoire. Après sa mort, l'Égypte est dirigée par les Ptolémées, une dynastie créée par l'un de ses généraux, Ptolémée Ier. À cette époque, l'influence grecque est partout, même si l'Égypte garde aussi une partie de ses traditions. Les souverains règnent depuis Alexandrie, qui devient une ville très importante, à la fois centre du pouvoir, du commerce et de la culture dans le monde méditerranéen. En gros, c'est une période où deux univers se mélangent, la culture grecque et la culture égyptienne. Enfin arrive Cléopâtre VII, issue elle aussi de la dynastie des Ptolémées. C'est la dernière grande souveraine indépendante d'Égypte. Au début de son règne, elle doit partager le pouvoir avec son frère, mais rapidement, ils deviennent rivaux et elle finit par se faire chasser. Mais Cléopâtre ne renonce pas. Elle rassemble des soutiens pour reprendre le pouvoir, et c'est précisément à ce moment qu'arrive Jules César en Égypte. Il s'allie et Cléopâtre remonte sur le trône par la force. C'est une dirigeante hyper stratégique qui sent bien que le vent est en train de tourner. Et je sais pas ce qu'ils sont en train de nous préparer à Rome, mais ça sent pas très bon. À la mort de César, elle se tourne vers Marc-Antoine, l'un des deux hommes forts du monde romain. Elle compte sur cette alliance pour protéger l'indépendance de l'Égypte, sauf que ça finit mal. Ils affrontent Octave à la bataille navale d'Actium et sont vaincus. L'Égypte finit par devenir une province romaine. C'est la fin de l'Égypte antique indépendante. La civilisation égyptienne continue d'exister sous domination romaine, mais le pays n'est plus gouverné par ses propres souverains. Et si ça vous a plu, abonnez-vous.